bonjour à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue au Wall Street Insider. Nous sommes le 7 mars 2015. Il est 15h15, c'est l'ouverture de la séance à Wall Street, des marchés actions qui temporisent après un rallye de 3 semaines. Alors un rallye façon de parler, le marché a repris tout de même 15% depuis ses plus bas du 11 février, un marché qui s'est repris lorsque Madame Yellen donnait une conférence, pas une conférence, mais s'exprimait devant le Congrès des États-Unis, amenant le marché à anticiper le maintien d'une politique monétaire accommodante par la Fed. La séance du jour, cependant, c'est une séance d'aversion au risque. Il vous suffit d'observer la hiérarchie titre du CAC 40. Les valeurs bancaires perdent 3-4%. Elles se sont vigoureusement reprises depuis le 11 février. Au contraire, le CAC il est porté par toute la panoplie de valeurs refuges, la santé, Silor, etc. Bref, le marché ne prend pas davantage de risques. Cette semaine, un rendez-vous compte, la BCE. Pour quelle raison? Parce que c'est un rendez-vous important déjà, parce que le marché a beaucoup d'attentes, mais surtout parce que la macro US est presque inexistante cette semaine. Alors c'est étonnant, hasard du calendrier ou pas, il n'y a pas cette semaine d'indicateurs macroéconomiques américains importants, et d'autre part, la saison des résultats trimestriels, elle est terminée, les dernières nous, donc le marché a déjà des bonnes raisons de se focaliser sur la BCE et sur les banques centrales des matières premières, alors pas le dollar australien, mais le dollar canadien et la banque de réserve de Nouvelle-Zélande, ça c'est respectivement mardi et mercredi, avant donc la conférence de presse de Mario Draghi à partir de 14h30 ce jeudi. Un coup d'œil donc sur l'agenda macro à nouveau, ne cherchez pas de statistiques US, donc il n'y en a pas, ce qui je pense va permettre à l'analyse technique d'agir de tout son poids, puisque le marché a des éléments macro mais qui sont connus et probablement déjà avec leur impact de vol sur les cours. Donc techniquement parlant, voilà à quoi je m'attends. Je pense que les marchés actions vont plafonner, voire légèrement reculer avant la BCE. 15% de reprise, c'est beaucoup, sachant qu'il n'y a rien de concret encore. Il y a des anticipations liées à ce que pourrait faire la Banque Centrale Européenne sur sa politique monétaire non conventionnelle qui est inchangée depuis un an. En réalité, jamais la BCE n'a revu le volume de son programme de quantitative easing. Alors c'est à moitié faux et à moitié vrai dans le sens où elle a depuis élargi les actifs qui sont éligibles au programme d'achat d'actifs. Rappelez-vous, c'était quelques mois après le lancement du QE, donc c'était le 9 mars 2015 pour être précis, où elle avait rendu éligible la dette d'entreprises privées, mais dont l'État est majoritaire au capital. On a un exemple, on peut parler. Qu'est-ce que c'est une entreprise Qu'est-ce que c'est qu'une dette publique éligible aux achats d'actifs de la BCE? Ça va être par exemple celle d'EDF. Alors EDF, j'en parle, hasard du... En tout cas, le titre chute aujourd'hui, c'est pas dans le CAC 40, ne cherchez pas. Dans tous les cas, par exemple, une entreprise comme EDF, c'est 80% du capital aux mains de l'État, donc là, cela fait du titre qui est coté en bourse pour une partie réduite, une dette éligible au programme d'achat d'actifs de la BCE. Ce qui n'est justement pas le cas des banques, parce que les banques en Europe sont privées. La grande majorité des banques majeures, il n'y a pas l'État majoritaire au capital. Et ça, c'est une des pistes que pourrait étudier la BCE, c'est par exemple rendre cette dette bancaire éligible au programme d'achat d'actifs de la BCE. En tout cas, aujourd'hui, le marché prend des bénéfices pour tous ceux qui ont pu participer au rebond, qui ont donc acheté le marché depuis le 11 février, puisque Crédit Agricole, Société Générale, BNP, AXA reculent aujourd'hui et pèsent donc sur la cote. Alors je quitte le calendrier économique, sachez simplement donc qu'il y a 3 points d'orgue cette semaine pour ceux qui tradent le Forex. Mardi, demain à 16h, la décision de taux de la Banque Centrale du Canada. Ça c'est important parce que c'est directement lié au prix du pétrole. Donc il est toujours intéressant de voir comment les économistes de la Banque Centrale du Canada, les banquiers centraux de la Banque Centrale du Canada, qui travaillent en priorité sur l'évolution des prix, comment eux-mêmes se projettent sur l'évolution du prix du pétrole. Ça ne manquera pas demain d'agir à la fois sur le pétrole, le dollar canadien et toutes les devises des matières premières, à commencer par donc les dollars néo-zélandais et australiens. Et justement, le dollar australien, ça tombe bien, puisqu'il y a actuellement des stratégies qui sont mises en place, suggérées par l'analyse technique, sur le mois de mars. Mercredi à 21h, la même chose, mais par la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande. Et enfin, donc, jeudi, la décision en matière de taux de la BCE.
Attention, vendredi, le NFP, abus de langage de ma part, mais en termes d'impact sur le dollar canadien, c'est important. Les données du Canada, normalement publiées au même moment que celles des États-Unis, eh bien, ne l'ont pas été vendredi dernier, donc c'est vendredi prochain. Voilà. Voilà donc pour le débriefing du calendrier. Que peut-on attendre à court terme du SP500 du Dow? Je pense que ça va consolider, donc baisser un peu à court terme. Il y avait une cible que permettait d'envisager l'analyse technique lorsque la séance du 1er mars a permis le débordement de résistance, c'était 2000 points sur le SP500. Au fond, qu'est-ce qui pourrait permettre le dépassement des 2000 points avant jeudi? Je ne vois rien. En tout cas, parmi les événements, parmi les publications programmées, celles qui se trouvent dans le calendrier économique, je ne vois pas ce qui pourrait permettre au SP500 de dépasser la résistance. Donc, il y a une probabilité plus forte pour que ça baisse. Alors, vers où peut baisser le SP500? Soit il temporise à plat, soit il recule. Moi, je m'intéresse justement à cette séance du 1er mars, puisque c'était une séance de cassure. Il y a donc derrière cette séance des capitaux qui se sont investis longs. Alors, je ne pense pas non plus que le marché va repasser en dessous avant la BCE. Et donc, je me dirige sur cette bougie japonaise du 1er mars. Je fais un clic gauche et j'attrape le plus haut. Et le plus haut, c'est 19,79. Donc, pourquoi pas envisager une baisse du SP500 à court terme en direction des 19,79. Alors sur ce graphique du S&P 500, une fois n'est pas coutume, parce que j'utilise très peu les moyennes mobiles, mais vous avez la moyenne mobile à 200 jours. Important de noter qu'elle vient renforcer la résistance à 2000 points. Donc voilà, je pense qu'on peut avoir une temporisation de ce marché sous cette résistance à court terme. Qu'en est-il de l'US 30? Eh bien c'est concrètement la même chose, c'est-à-dire qu'en réalité les grands indices boursiers américains sont revenus au niveau des points de décrochage de début janvier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Europe, le marché action baissier, il a commencé le 3 décembre, mais aux États-Unis, à Wall Street, le marché action baissier, il a commencé le 17 décembre, au lendemain du relèvement des taux par la Fed. Donc c'est un peu différent, et l'essentiel du chemin négatif à Wall Street a été fait en janvier. Donc, pour Wall Street, ces niveaux de décrochage de la première semaine de janvier sont importants. Et justement, cela correspond aux 2000 points du S&P 500. Rappelez-vous, à l'époque, nous avions anticipé la cassure de ces 2000 points, ce qui ne se fait pas en analyse technique, mais il y avait des signaux précurseurs qui permettaient de le faire. Alors, il y a techniquement un alignement de tous les grands indices boursiers qui ont bénéficié de la reprise de 15% depuis les points bas du 11 février, un alignement donc de ces indices sous des résistances. Aux États-Unis, elles sont limpides, puisque ce sont à la fois un chiffre rond, un niveau psychologique, des points de décrochage de début janvier, donc les 2000 points du SP500. Et en Europe, cela correspond à une proportion de marché très suivie, pas seulement par les analyses techniques, rassurez-vous, une proportion de marché donc suivie, le 50% de retracement. Alors, lorsqu'on pratique un retracement, c'est toujours important d'avoir un point de départ, un point d'arrivée. Bon, le point d'arrivée c'est le 11 février, mais le point de départ c'est où? J'ai choisi moi de prendre le 3 décembre, puisque c'était la séance de retournement baissier de la Banque Centrale Européenne. Alors justement, comme le point d'orgue de la semaine c'est justement cette BCE, ça me paraissait boucler la boucle est bouclée. Et donc ce qui nous donne une zone de résistance à 4480, 4470, un niveau horizontal, une proportion de marché. Qu'est-ce qu'on peut envisager d'ici là? Je pense que comme à Wall Street, et comme le montre bien la séance du jour, qui je pense peut servir de modèle pour les 48 prochaines heures, à savoir un marché qui ne prendra pas davantage de risques et qui peut donc vouloir peut-être encaisser en grande partie les gains faits dans la hausse, parce que la BCE peut tout à fait décevoir les investisseurs. Le comité de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne n'a pas de compte à rendre au marché. S'il décide de ne pas renforcer le programme de quantitative easing parce qu'il estime que les perspectives d'inflation sont toujours bonnes, il ne renforcera pas le programme de quantitative easing. Et malheureusement, les marchés actions n'apprécieront pas. Donc il y a un consensus, qui est le consensus que peut reporter Reuters ou Bloomberg. Je rappelle qu'un consensus est avant tout un sondage. Alors bien sûr, ça se retrouve aussi dans les chiffres des contrats à terme, les futurs, les options, parce que les investisseurs se couvrent toujours ou essaient d'anticiper. Mais ça ne présage pas réellement de ce que fera la BCE.
Par exemple, en décembre dernier, il y avait quand même un consensus pour que la BCE renforce le QE. Elle l'a pas fait. Si elle n'a pas envie de le faire là, elle ne le fera pas. En l'état, c'est donc pour cette raison que je pense que jusqu'à la BCE, je ne vois pas de raison, en fait, qui peuvent amener le marché action à dépasser les résistances. Alors l'autre possibilité, c'est qu'il ne se passe rien et qu'on fasse un range comme on fait depuis 4 séances. Mais à court terme, je pense qu'on va avoir un peu de baisse. Alors vers où? Sur le CAC 40, on peut revoir 43,85. Donc 19,79 sur le SP500. 43,85 sur le CAC 40. Et donc le DAX, eh bien, peut, avant la BCE, se replier en direction de 9650 points et éventuellement 9600. Voilà ce que je pense de ces marchés actions à court terme. Alors on va passer maintenant sur le Forex. Bon, concrètement, on va pas non plus on va pas tricoter. Parmi les paires majeures, 2 me semblent intéressantes. Allez, 3. Bon, 2,5. Parmi les paires majeures cette semaine, en tout cas jusqu'à la Banque Centrale Européenne. La plus intéressante, c'est l'AUD-USD, parce que j'estime que la semaine dernière, elle est une semaine de cassure haussière, double bottom, divergence haussière weekly. Je pense que nous pouvons viser en mars au moins 0,7595. Donc, c'est bien parti, et là, ça tient hyper bien. J'ai même le sentiment, je commence même à douter qu'on ait un pullback à 0,7350. C'est-à-dire qu'en l'état, la ligne de coup du double bottom, qui est à 0,7385, agit déjà comme support. Donc, c'est plutôt bien parti. Ok. Donc, ça reste haussier. Le NZD-USD cette semaine est directement concerné par l'actualité monétaire, puisque la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, qui renforce le dollar néo-zélandais depuis plusieurs semaines, s'exprime mercredi à 21h. Sur le plan technique, le NZD-USD est sorti par le haut d'un range la semaine dernière. Nouveau support à 0,6720 $. Et je pense que le marché peut donc remonter en direction des 0,6890 $. Le dollar US qui est sous pression depuis le début de l'année. Bon, sous pression, tout est relatif, hein, forcément. Là, je suis sur un graphique weekly, donc on se rend compte qu'en fait, bon, c'est juste un range tout en haut. Mais il ne monte plus, le dollar US. Peut-il baisser davantage? Je pense que oui, il le peut. Cette semaine, il n'y a pas de publication macro aux États-Unis, donc le dollar devrait rester sous pression. Pour l'instant, c'est vrai qu'on tient un canal. Mais ce qui m'intéresse, c'est au fond la résistance que le marché a formée à 12 220 points, qui correspond au précédent sommet de l'année 2015, en dessous duquel on temporise. S'il n'y a pas de publication macroéconomique cette semaine, le marché continue de réagir à celles qui ont été publiées la semaine dernière. Et qu'est-ce qu'on doit retenir de la semaine dernière? Des bonnes publications macro, mais une réserve fédérale qui mentionne le taux de change du dollar américain. Et au final, la semaine dernière a été négatif pour le dollar américain. Donc je pense que cette semaine, le dollar américain peut baisser. Cette baisse du dollar américain, vous avez une bonne probabilité de la retrouver à travers la progression de l'AUD-USD, du NZD-USD, voire de la poursuite de la baisse de l'USD-CAD. Alors, je le mets en troisième position, celui-là, parce qu'il y a toujours une incertitude sur la façon dont peut réagir le prix du pétrole. Alors, à la base, je visais un retour, rappelez-vous, en données hebdomadaires à 1,3380. Le marché l'a atteint. Au niveau actuel du cours, je suis moins à l'aise. Mais au fond, le marché semble avoir basculé sous son plus bas de cette semaine d'accélération du début du mois de mars. Donc dans la catégorie des devises des matières premières pour les stratégies à mettre en place sur le mois de mars, mon classement il sera le suivant: AUD-USD sur le podium, première place. NZD-USD, quant à l'USD-CAD, je pense qu'il a déjà assez donné. Après, voilà, il se maintient sous les plus bas du 5 décembre. Pourquoi pas en envisager davantage? Mais je dirais que pour un scénario de baisse du dollar américain en mars, c'est peut-être pas la meilleure idée. Après, si le dollar canadien se renforce, pourquoi pas. Mais à court terme, j'ai pas d'opinion. Alors forcément, cette force du dollar australien, vous la retrouvez sur la UD-USD, ça c'est une chose. Mais vous la retrouvez aussi sur l'euro AUD et le GBP AUD.
Donc c'est bon signe, le fait de voir l'AUD-USD casser des résistances, l'euro AUD casser des supports et le GBP AUD casser des supports montre que le point de commun c'est trop de change et la devise de contrepartie, l'AUD. L'AUD est donc faible. Fort, pardon, fort, autant pour moi. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces taux de change? L'euro peut être sous pression si la BCE renforce son QE. En l'état, j'en reviens justement à l'eurodoll qui, je pense, jusqu'à jeudi ne présente pas d'intérêt. Pourquoi? Il n'y a pas de macro aux États-Unis et l'euro ne fera rien avant la BCE. D'ailleurs, sur le plan technique, ce marché a pris le soin de s'enfermer dans une congestion qu'on peut délimiter entre 1,09 et 1,1060. Est-ce que l'euro-dollar quittera la congestion 1,09 $, 1,1060 $ avant la Banque Centrale Européenne? Pourquoi le ferait-il? Je pense qu'il y a une faible probabilité qu'il le fasse. Alors, c'est probablement pour cette raison qu'on peut revenir sur la livre sterling, GBP AUD, toujours baissier. Bon, ce sont des choses dont on a parlé ce matin. Si vous souhaitez qu'on en reparle, n'hésitez pas à me poser la question. Et donc, je vous invite à revoir les enregistrements de ce matin. L'USD Yen, il n'y a rien à en attendre. C'est devenu un range trading. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. On peut se remettre en données hebdomadaires. L'USD Yen peut rester des semaines et des semaines entre 111 et 115. Ma conviction, c'est qu'avant la fin d'année, on ira à 106. Mais c'est tout. Pour l'instant, le marché forme un range. La seconde conviction, c'est que la zone, l'intervalle 115 JPY 116 est une zone de résistance extrême. Donc là, forcément, cela m'intéresse pour les stratégies de vente de moyen long terme. Le câble. Une certitude, la réalité de l'existence de la forte résistance à 1,4250. Première résistance en données hebdomadaires. Maintenant, est-ce que le rebond est terminé? L'analyse technique ne répond pas par l'affirmative. Il n'y a pas encore assez d'éléments. Même s'il y a un début de rejet, je pense que pour envisager un câble à 1,35, il faudrait déjà repasser sous 1,40. Et là, ce sera un vrai signal de trading. Et c'est probablement quelque chose à faire. Donc, je vois deux possibilités. Soit on accorde sa confiance à la majeure à 1,4250 et on la short, stop serré. Soit on attend la rupture des 1,40 et on rentre sur cassure baissière. Parce que là, on aura la nouvelle jambe à 1,35. Après, pour les fondamentaux de marché, tout est très cyclique. Là, le marché revient sur la devise des matières premières. En janvier, il avait acheté du yen, vendu du sterling. Mais là, l'attention est focalisée sur les matières premières. Le CAD, l'AUD, le NZD. Mais il y a une rotation. Bientôt, le marché reviendra au GBP lorsqu'on reparlera de nouveaux sondages ou lorsque M. Boris Johnson, maire de Londres, recommencera à faire des déclarations en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Tout est cyclique. Il y a une rotation dans les thèmes d'inquiétude, en termes d'impact de volatilité réalisé sur le marché. Alors, je vais répondre à vos questions. De toute façon, le marché calme, et en dire davantage, enfin, le mouvement de marché est terminé, donc voilà. Alors, bonjour à tous et bonjour Monsieur Sébastien Datecac. Alors oui, donc en effet, à partir de jeudi, comme le rappelle Sébastien, il y a donc le nouveau webinaire entre 15h45 et 17h15 Trading Live compte réel. C'est-à-dire que, voilà, vous aurez... En tout cas, c'est une plateforme de démo que vous avez sous les yeux, rassurez-vous, hein, 52 840 €. Non, vous aurez le compte réel FXM de Noël Clément sous les yeux, et puis il va trader en live. Alors l'idée c'est quoi? On aura l'occasion d'en reparler. C'est pas de faire ce que fera Noël Clément, c'est d'observer la façon dont un trader qui en vit prend ses positions et gère son risque. C'est ça l'objectif de ce webinaire contre elle. Il s'agit en aucun cas d'un programme pour répliquer les trades du trader réel. Il s'agit d'observer la façon dont il prend ses positions, comprendre pourquoi et comment, parce que on a eu énormément de questions à ce sujet qui remontent, mais où mettre le stop, quand sortir, etc. Là, vous pourrez assister à quelqu'un qui le fera. Donc voilà. Il ne s'agit pas d'un programme de réplication. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc je pense que c'est quelque chose qui manquait sur DailyFX et voilà, on a voulu y remédier.
Alors, l'USD Yen. Bah écoute, l'USD Yen d'accélérer à la baisse, je pense que depuis ce matin, il a un peu reculé. Non, honnêtement, si on se concentre sur l'USD Yen à court terme, en partant d'ailleurs du principe que Wall Street va temporiser en attendant la BCE, en tout cas à court terme, on peut revenir dans cette zone de prix hein, sur le USD Yen à court terme. On est parti pour d'ailleurs, donc revenir chercher la zone des 113,10, 113,20 JPY. Moi, je serais pas surpris qu'on fasse ça. Alors, question de Tradator, bonjour, sur l'USD CHF. Alors, l'USD CHF qui est autour de la parité, pour le coup, c'est une vraie parité. Parce que c'est 1 dollar US égale 1 franc. Alors, je vais recréer un graphique du CHF Yen, de l'USD CHF, pour qu'on puisse regarder de plus près. Donc, bonjour Tradator, vous avez donc vendu. Alors, quelle est la limite? Alors, la chose c'est quoi? C'est qu'en réalité, cette question que vous me posez, c'est la réponse que vous allez avoir en fait lorsque vous prenez la position. Lorsqu'on prend une position, on a forcément en tête un objectif, c'est obligatoire. Qu'est-ce que nous dit la T à très court terme sur l'USD CHF? On peut envisager un message assez similaire à l'euro. On a un rang, je vais essayer de donner, ça fait longtemps que je suis pas revenu dessus. Ah, au-delà de ça, on voit bien que la parité agit comme un niveau important. Hein. Alors, c'est moins évident de le comparer à l'euro-dollar en ce moment, dans le sens où le franc s'est renforcé face à l'euro. L'euro CHF a baissé sur le plan technique. L'USD CHF peut-il dépasser la parité? En tout cas, on l'attaque. Techniquement parlant, c'est vrai que ça fait jambe de hausse range. J'aurais plutôt tendance à voir un risque de hausse sur cette USD CHF. Après, voilà. Juste sur le plan technique, puisque le marché a fait un piège ici sous 0,98, l'a réintégré. On a quelque chose de similaire sur le momentum représenté ici par l'indicateur technique RSI. C'est une résistance, la parité, mais honnêtement, quitte à s'y exposer, plutôt que penser objectif de court limite, j'aurais tendance à gérer mon risque en utilisant la mèche haute de la séance du 29 février. Le marché ne doit pas repasser au-dessus de la séance du 29 février. Mais je vois davantage le risque de dépassement de ce niveau 1 USD égale 1 CHF. Pourquoi? Parce que si euro était sous pression jeudi, franc le sera aussi. Donc USD CHF pourrait le briser ce niveau. Donc Sébastien Datecac nous rappelle les corrélations entre l'once d'or et le dollar australien. Alors, le SPX sur sa résistance, EMA 200, EMA 50. Alors justement, la moyenne mobile tout à l'heure sur l'indice S&P 500, c'est la moyenne mobile exponentielle à 200 jours. Bon, on voit que pour l'instant, elle couvre les cours. Voilà, elle agit et elle renforce la résistance à 2000 points. L'euro-dollar est en effet sur le plan technique illisible. En fait, non, il est lisible, mais il est dans un range. Et il a une bonne probabilité d'y rester jusqu'à la Banque Centrale Européenne. Pas de macro US. Donc déjà, c'était le rendez-vous le plus important de la semaine. Mais si en plus de ça, vous ôtez du calendrier économique les publications macroéconomiques US standard suivies par le marché, puisqu'il va falloir attendre le 15 mars avec les ventes au détail et bien sûr la Fed du 16, ça renforce encore plus l'impact de la décision politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Dans quelle marge de fluctuation peut rester l'euro-dollar jusqu'à jeudi?
que je vous invite, c'est à basculer votre graphique de l'euro USD en bougie journalière, d'étudier la volatilité réalisée le 4 mars, donc le plus bas, le plus haut, et je pense que ça délimite le range jusqu'à jeudi 14h30. Ce qui nous donne 1,0902 et 1,1043. Voilà, c'est, je pense, ces marges-là à l'intérieur duquel on peut rester. Donc l'once d'or, tout à fait, toujours haussier, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Bonjour Fifi, alors un exemple de trade sur le rate of change. Alors là, j'en ai pas tout de suite sous la main, mais voilà, bon, bah là, j'en ai pas tout de suite sous la main. Euro-yen. Alors, j'y vais de suite. Alors l'euro-yen s'est bien repris. La résistance majeure, c'est, enfin, la première résistance, c'est 126. On a dépassé cette oblique. Bon, en D1, je vois pas grand chose. En weekly, on a fait une belle réaction la semaine dernière, mais on reste toujours sous la première résistance à 128. 126, pardon. On a quand même tapé 125. Là, ça retombe. C'est quand même négatif, mais c'est similaire à la lecture que je vous proposais sur le GBP Yen. C'est-à-dire que Euro Yen et GBP Yen ont tenté de dépasser des résistances, alors des résistances intermédiaires. On pense au 161, 161,50 sur le GBP Yen, au 125 ici sur l'Euro Yen, et on est repassé en dessous. Donc, on peut considérer que c'est un piège haussier, et donc que le marché est rentré dans ce qui est souvent la contrepartie d'un piège, c'est-à-dire le mouvement inverse, mais de manière verticale. J'aurais donc plutôt un biais baissier sur l'euro-yen, mais pas non plus énorme. C'est-à-dire que on est quand même au-dessus de cette ancienne oblique que le marché a brisée. Il est possible que cette semaine, l'ensemble des paires en euros, alors la devise principale EUR, soit dans des bornes étroites de fluctuation. Donc, par exemple, pour l'euro-dollar, c'est le range de vendredi dernier, donc 1,0902, 1,1043. Ça peut être aussi le cas sur l'euro-yen, mais j'aurais un biais baissier sous 125. Voilà. Et en même temps, j'observe quand même un intérêt et une accélération, surtout lorsqu'on avait eu l'avalement haussier ici, entre 124. Alors, j'aurais tendance à dire qu'ici, vous avez un facteur baissier fort, mais là, vous avez un facteur haussier. Et donc, nous voilà enfermés dans un range, là aussi. Alors, c'est pas de ma faute, mais il est probable que les marchés restent dans ces bornes jusqu'à ce que Mario Draghi s'exprime. Et vous savez quoi, tous ces ranges dont on parle, on y sera probablement jeudi à 14h29, probablement jeudi à 14h30, mais on en sera probablement sorti aux alentours de 40-45, parce que les 10 premières minutes donneront l'essentiel du développement de la politique monétaire de la BCE. Bon, là, l'euro-yen, mon point de vue au final sera d'être plutôt baissier déjà à moyen terme sous 126, et là à court terme, j'aime pas du tout le fait qu'on ait réintégré comme ça 125, c'est un facteur négatif. Mais je me méfie énormément de ces paires en yens qui sont dans une phase de stabilisation, reprise, depuis le 11 février. Donc je suis méfiant. Et donc forcément, si je suis méfiant, c'est que j'ai pas de conviction forte. Alors je préfère me concentrer là où se trouvent des convictions fortes. Et je réitère donc le fait qu'actuellement, le centre d'intérêt des investisseurs FX est du côté des devises des matières premières. C'est très cyclique. Bientôt, l'attention reviendra sur le yen et le GBP. Pour l'instant, c'est vrai que c'est beaucoup de dollar australien, dollar néo-zélandais, dollar canadien. Notamment le dollar australien. Bon. Alors, si l'or arrive à 1300, et après, alors, moi, si vous voulez, je m'intéresse à l'once d'or parce que les graphiques de long terme me parlent. 1300, c'est une cible intermédiaire. J'envisage un 1400 $, moi, cette année, sur l'once d'or. Alors, comment avoir le graphique du yen index? Alors, pour cela, il faut télécharger les indices devises et les uploader sous la forme d'un indicateur
sur la plateforme FXCM. Vous pouvez les trouver soit sur FX Code Base, fxcodebase.com, ou encore sur le magasin d'applications FXCM apps.com. Euro NZD. Alors, Euro NZD. Alors c'est baissier, baissier, baissier et baissier. Au moins autant que l'euro AUD. Donc c'est impeccable, j'ai envie de dire. Attention tout de même à quelques indicateurs qui ont permis un rebond, mais sur le court terme, je pense qu'on va revenir chercher 1,60 sur l'euro NZD. À court terme, on a une résistance que le marché a formée et d'ailleurs est en train de sortir par le bas d'une espèce de compression de reprise. J'aurais tendance à vous proposer d'être vendeur en gérant votre risque au-dessus des 1,6236. Donc il y a du money management intéressant pour viser 1,60. Je pense qu'on peut vendre en gérant son risque au-dessus des 1,6236. Ce qui correspond aussi à une remontée du NZD-USD en direction des 0,6680. Alors, n'oubliez pas une chose, c'est que même si on vous parle beaucoup de le dollar australien, cette semaine, il y a la décision de politique monétaire de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, mercredi à 21h. Donc je pense que cela peut renforcer le dollar néo-zélandais. Voilà, donc pour l'euro NZD, vous avez une toute première résistance pour gérer le risque. Et là, en plus, je pense qu'on sort par le bas d'une compression. Donc ça m'intéresse. Je pense que ça se vend. Voilà, bah écoutez, j'ai répondu à toutes les questions. Et surtout, je dois laisser la parole à Professeur Forex pour le traditionnel point de marché hebdomadaire sur les positions des banques. Merci donc d'avoir posé des questions. Restez présents. Prochaine émission sur le portefeuille des banques sur le FX à partir de 16h. Merci à tous et à plus tard.